Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux troisième rencontres d'automne, alors qui seront même cette année, je pense, les rencontres de l'été indien en Sologne. Ben oui, on a même préparé ça pour vous. Donc profitez bien de toutes les couleurs que vous allez voir autour de vous. N'hésitez pas à aller vous balader tout autour du centre, dans cet espace qui est magnifique. Je suis très content de vous accueillir au centre de rencontre des générations que je porte dans une partie de mon cœur. Ayant travaillé ici, et vous dire aussi très content de vous accueillir dans la région centre. On a vraiment besoin de vous, et c'est aussi pour ça qu'on avait fait les rencontres d'automne à Montévray, en plein cœur de la région centre. J'espère que vous avez pu voir la dernière étude qu'on a sortie sur isolement et territoire, et vous avez pu vous rendre compte, le 1er octobre, et vous avez pu vous rendre compte que dans cette étude, la région centre est la région où on souffre le plus de solitude pour les personnes âgées. C'est ce qui est déclaré dans les résultats. Donc, en fait, là, on a fait venir 130 personnes du réseau Petits Frères, parmi les plus éminents acteurs des Petits Frères, pour pouvoir contribuer à rompre cette solitude pendant ce week-end. Donc, merci d'être là. Et on a parmi nous, d'ailleurs, 4 personnes accompagnées. Donc, on peut saluer. Il y a Maria. Voilà, Maria est là, à côté de moi. Zulima, ici. Bienvenue, Zulima. Odile. Odile. Et il y a encore une personne dehors. Voilà, elle est peut-être encore dehors. Et Jean-Robert, qui est là-bas. Voilà. Donc, merci d'être avec nous. On peut les applaudir. Et on a peut-être un petit peu moins de personnes que d'habitude, mais c'est parce qu'on est dans une démarche originale aussi, hein, et on est dans une démarche particulière par rapport aux autres années. C'est que vous savez qu'on est ici dans une étape du congrès itinérant qui a démarré il y a à peu près 6 mois, c'est ça 6-7 mois, le congrès itinérant au mois d'avril, voilà. Et on est à la 9e étape du congrès itinérant. Donc on a décidé cette année de se faire rejoindre le congrès itinérant et les rencontres d'automne pour continuer à réfléchir sur cette thématique de l'avenir vers demain ensemble. Et pour ça, on va prendre un symbole pour l'ensemble de ces rencontres, vers demain ensemble. On va essayer de travailler sur nos représentations, nos visions de l'avenir, et nous allons alimenter ensemble ce que nous pourrons voir dans cette boule. Dans cette boule de cristal. Alors tout, vous voyez, on a besoin de toute votre concentration pour pouvoir alimenter nos représentations, notre vision de l'avenir. Alors on va se mettre dans un petit climat de concentration justement, puisque ça va être notre mode de travail pendant ces 2 jours. Voilà. Tu peux même peut-être nous envoyer un petit peu de musique, ça va nous aider à nous concentrer. Ah non, j'ai pas dit qu'on était sur les rencontres du 3e type. Non, tu n'as pas autre chose? Ah. Voilà. Vous êtes bien assis dans cette salle de Montévray? Non. Vous sentez le confort de votre fauteuil? Non, vous n'allez pas vous endormir, mais c'est important de pouvoir se recentrer sur vous, sur la manière dont vous imaginez l'association dans quelques années. Profitez de ce petit moment. Respirez. Fermez les yeux peut-être, ça vous aidera à voir l'association dans quelques années. Quels seront les visages des personnes que nous accompagnerons? Quels seront les visages des bénévoles? Quels seront les lieux où nous emmènerons les personnes en vacances?
Comment nous organiserons-nous? Qu'est-ce qu'il faut bouger dans cette association pour aller vers cette vision? Qui seront les plus pauvres? Sur quel territoire? Voilà. On va revenir ensemble, après être partis un peu chacun de son côté. Et je vais demander tout de suite à Armelle, pour l'ouverture de ces rencontres, de nous partager du coup sa vision de l'avenir. Elle est où, Armelle? Excusez-moi, j'ai un peu... Non, génial. Bonjour à tous. Excusez-moi, je n'avais pas eu le temps de vous saluer. Je suis arrivée à 10h pile. Et comme je savais que je devais introduire la journée, je ne voulais pas faire plus de stress à mes collègues. Et en plus, j'ai amené un de nos éminents intervenants. Donc voilà, je me suis empressée de venir vite sur mon fauteuil. Donc merci au CRG de nous accueillir. Merci à toute l'équipe qui a préparé ça. Alors Étienne, ma vision de l'avenir. Donc, elle est assez personnelle. C'est un avenir, mais lointain, mais peut-être pas forcément. Je suis assez convaincue que la société dans laquelle nous sommes, si elle continue sur le même modèle, va dans le mur. À savoir que la consommation du bien commun, notamment les biens écologiques, est supérieure à ce qu'on peut soutenir. Et quand on regarde des indicateurs intéressants, ce qu'on appelle des indicateurs du développement humain, qui croisent à la fois le PIB par habitant, le niveau d'éducation et la mortalité infantile, je crois, ben, on voit que les pays qui sont le plus raisonnables sur le plan de la pollution sont aussi ceux qui sont le plus bas en termes d'indicateurs de développement humain. Et l'inverse est vrai. Donc on voit bien que si chaque fois qu'on améliore les conditions de vie, ça passe par une destruction de la planète, qui est notre bien commun, il y a un vrai souci. Et par ailleurs, quand on reprend cette carte, c'est à peu près la même chose si on fait le lien avec comment sont traitées les personnes âgées. C'est-à-dire qu'on est dans une société où le culte de la performance, d'un certain type de performance, fait de fait que ceux qu'on considère comme inutiles, parce qu'ils ne contribueraient pas à créer de la valeur ajoutée, mais au sens économique du terme, sont mis au banc de notre société. Et ça, c'est inacceptable. Donc ça, il s'agit bien d'un modèle qu'il faut changer. Alors, c'est peut-être pas une révolution, on part aujourd'hui d'une transition, et cette transition est pour moi absolument indispensable. Donc, quel rôle pour les petits frères des pauvres là-dedans, allez-vous me demander? Eh bien, il est assez simple, c'est-à-dire soit on continue dans notre coin et de manière de plus en plus importante, et votre action est considérable, puisque en tant qu'association, et on peut en être fier, je l'ai dit hier dans un autre endroit, nous, on construit du bien commun. Il y en a qui le détruisent, et il y en a d'autres qui le construisent. Et on fait partie de ceux qui le construisent en créant du lien. C'est aujourd'hui ce dont nos sociétés occidentales souffrent le plus, les inégalités de revenus qui augmentent entre les plus riches et les plus pauvres, et en même temps, des liens entre les personnes, entre les groupes, qui diminuent de plus en plus, de telle sorte que l'isolement et la solitude deviennent un vrai mal de société, à côté d'autres maux pas pris en charge aujourd'hui par les pouvoirs publics, et c'est peut-être tant mieux, c'est-à-dire qu'on demande à l'État d'avoir un rôle de régulation, mais il a un rôle de régulation notamment pour la redistribution, c'est là où je fais la différence entre la solidarité, qui est un transfert obligatoire de revenus entre certaines catégories de la population, et la fraternité qu'on défend, qui est un choix de faire société. J'entendais Abdelmalik récemment, et il disait il faut qu'on travaille ensemble pour faire peuple. Il s'agit de la cohésion
de notre société sur lequel on doit travailler. Et le rôle des petits frères des pauvres, c'est-à-dire que soit on continue à pallier les effets de ce délitement des liens, qui est très lié à un certain modèle qui promeut une certaine forme de performance, soit on est plus radicaux et on essaye de traiter les racines du problème. Et c'est ça que je nous propose, c'est-à-dire que nos équipes, la manière dont elles fonctionnent, peut être modélisante pour la société. C'est-à-dire des citoyens qui s'organisent ensemble pour prendre en charge au plus près du territoire des difficultés et qui construisent avec les personnes directement concernées des solutions. Et ça, il faut le faire plus savoir. C'est pour ça que cette dimension du plaidoyer, qu'on a de plus en plus développée, il faut la développer encore plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter d'atténuer les effets de ce modèle de société. Il faut contribuer à le changer. Voilà. Merci Armelle. On va accueillir maintenant les deux promoteurs, presque les trois, on pourrait mettre Anne avec vous, hein, les trois promoteurs du congrès itinérant qu'on applaudit bien fort. Et Mondane. Alors Mondane, Anne, oui, venez. Mondane et Anne, vous soyez ensemble. Parce que l'idée, c'est, on a cette boule avec des représentations, nos visions, et déjà des visions ont été partagées dans plusieurs étapes de ce congrès itinérant, et ils vont nous partager un tout petit peu comment ça se passe et quelles seront ces premières visions qui ressortent de ces débats. Merci. Alors, nous sommes ravis d'être présents sur cette étape, surtout que la première étape du congrès itinérant Ensemble vers demain s'est passée ici, avec la région Centre. Donc, deux fraternités régionales, Centre et Auvergne-Rhône-Alpes, se sont associées pour aller à la rencontre de toutes les fraternités, pour interroger, questionner, échanger avec les acteurs petits frères des pauvres, les personnes que l'on accompagne, les bénévoles et les salariés. Donc là, nous sommes à la 9e étape. Et juste, je voulais vous partager quelques verbatims qui sont ressortis des différents échanges, si ce n'est vous dire que les gens sont assez surpris parce que beaucoup ne connaissent pas la démarche du congrès. Donc c'est important que les gens puissent découvrir que tous les 3 ou 5 ans, l'association propose un congrès pour permettre de réfléchir ensemble sur des thématiques dans l'association. Et puis beaucoup de personnes ont été touchées de cette démarche d'aller vers les gens pour les questionner et pour nourrir le débat qui se passera les 19 et 20 juin à Saint-Étienne. Alors je vous donne quelques verbatims. Les premières sont des verbatims de personnes que l'on accompagne sur les différents sujets que l'on a proposés. Voici. Même si j'ai un robot chez moi, je ne quitterai pas les petits frères des pauvres. Il y a des robots aspirateurs et je ne suis pas dépassé pour autant. Moi, je ne me vois pas vivre en maison de retraite. Je me vois vivre avec d'autres personnes en partageant quelque chose dans un immeuble. En maison de retraite, je voyais les personnes âgées derrière les vitres attendre la mort. Une verbatim de bénévole. C'est un sujet, la sexualité des aînés, que je n'aborde pas avec les personnes que j'accompagne. Mais on rigole, elles trouvent qu'il n'y a pas assez d'hommes chez les petits frères des pauvres. Et une verbatim qui a été partagée par de nombreux acteurs, qu'ils soient personnes accompagnées, bénévoles ou salariés. Le lien social est le cœur des petits frères des pauvres. Voilà, donc quelques réflexions qu'on a pu entendre au cours de nos étapes. Moi, je voudrais en profiter pour remercier déjà toutes les fraternités qui nous ont ouvert les bras, qui ont trouvé la possibilité de nous intégrer dans ce qu'ils avaient prévu, dans leur réunion, leur planning. D'avoir la fraternité Centre, surtout d'avoir été nos cobayes pour une grande première. Et je suis tout émue de me retrouver ici parce que ça a été un grand moment. Il y avait beaucoup de personnes âgées, on a vraiment beaucoup partagé. On s'est rendu compte que ça pouvait être possible, que cette idée un petit peu folle qu'on avait eue sur le papier,
Eh bien, si, les petits fraises étaient capables de le faire tous ensemble et que ça allait être génial. Voilà. Pour cette étape-ci, je voudrais vraiment remercier tous ceux qui sont impliqués, même si ça a déjà été fait, parce que je pense que ça va être une étape très très riche du fait qu'on a des intervenants avec nous qui vont nous apporter leur regard et leur connaissance. Et j'espère vraiment qu'on va arriver à ramener plein de choses à Saint-Étienne et que pour ceux qui seront à Saint-Étienne, et ce ne sera pas forcément vous, on arrive, comme le souhaitait Armel, à se dire comment on peut, au lieu de pallier seulement, changer aussi. Et ça, je trouve que c'est une très belle formule et peut-être bien qu'on la mettra en tête de l'ouverture du congrès à Saint-Étienne. Je vous le signale également qu'on a à l'extérieur ce qu'on appelle des tables off, quand on parle congressiste. Donc ça veut dire ces 2 petites tables où vous pouvez passer à n'importe quel moment et où vous avez 2 possibilités. L'une, de laisser un petit message sur un petit bout de tissu pour les étapes suivantes. Vous verrez qu'il y a déjà plein de petits messages qu'ont laissé les participants précédents pour vous. Et vous pouvez faire la même chose pour les suivants. Et puis, vous avez également la possibilité d'écrire une carte postale à un bénévole ou même à une personne âgée du futur. Donc, voilà. Que sera le bénévole du futur? À vous de l'imaginer. Vous allez peut-être vous adresser à un robot, peut-être à un être humain qui continue comme nous à agir au quotidien. Voilà. En tout cas, merci à tous d'être présents. Bien, merci. Puis, oui, un petit mot. Alors c'est vrai qu'avec la Fraternité Centre, on a accueilli la première étape. C'était un moment particulier parce qu'on l'a intégré sur un séminaire qui est en place depuis 2 ans. Et ce séminaire-là, en fait, est organisé principalement pour les personnes accompagnées. Donc, on a plus de personnes accompagnées au séminaire que de bénévoles. Donc c'est vrai que cette première étape a été riche parce qu'ils ont pu s'exprimer directement. Ainsi que les personnes qui sont résidentes aussi ici au niveau du CRG. Voilà. Donc sur une centaine de participants, on avait 70 personnes accompagnées, je crois. Voilà. Donc on y croit, ils ont leur place et j'espère qu'on va pouvoir amender dans ce sens et qu'à Saint-Étienne, c'est quelque chose qui va ressortir au niveau de la caravane. Voilà. Merci à tous. Merci. Alors, ce qui est, moi, je trouve particulièrement remarquable, c'est que, ayant pas mal contribué à l'organisation des anciens congrès, c'est que les régions ont pris la main et finalement organisent ce congrès itinérant et le congrès de Saint-Étienne. Donc, vraiment, merci et bravo à vous pour vos idées, votre démarche. Alors, cette étape donc est particulière. On va travailler en 3-3. 3, c'est-à-dire 3 parties, 3 plénières, 3 temps d'atelier, et dans ces ateliers, vous aurez 3 questions à traiter. Et je pense que d'ailleurs, sur chacune des thématiques, on retiendra 3 idées principales en partant. Voilà. Donc, retenez ce chiffre, il va nous habiter pendant ces 2 jours. C'est que 2 jours. 3 parties, on a retenu en fait il y avait combien, 9 thématiques dans le congrès itinérant? Oui, à peu près. Il y a 9 thématiques et donc on en a retenu 3. Il y en a certaines qui se globalisent un petit peu plus, mais on en a retenu 3 principales. C'est une première sur quelle vision on a du public, des personnes qu'on va accompagner dans le futur. Donc ça va être autour de l'isolement, demain, et des territoires notamment. Donc ça, c'est la première plénière. Il y aura un temps d'atelier ensuite. Deuxième plénière, on aura la question de l'engagement, comment l'engagement évolue en France et chez les petits frères des pauvres, et quels seront les modes d'engagement, les formes d'engagement demain. Toujours pareil, plénière avec des intervenants. On va se nourrir et puis après, on va partager en atelier. Et troisième temps, autour de la robotique, le numérique, les nouvelles technologies, la télémédecine aussi qui va impacter beaucoup la question du soin et de la santé dans l'avenir. Donc comment on va aller sur ces chemins ensemble et comment ils vont impacter notre action et peut-être à terme notre projet.
Alors, on va justement se refaire un petit rappel des thématiques de ce congrès itinérant maintenant en images. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Malgré les promesses de Gérald Darmanin, ministre en charge du budget, l'administration fiscale a sanctionné cette année toutes les personnes âgées qui n'avaient pas effectué leur déclaration d'impôt en ligne. En effet, Thierry. Une amende de 20 € qui scandalise les familles et les associations. Le défenseur des droits monte au créneau et dénonce un système de double peine qui fragilise les aînés exclus du numérique et parmi eux les plus pauvres. Madame, Monsieur, bonjour. À la une, le dispositif chômeur utile bénévole, alias dispositif Cube, qui impose aux demandeurs d'emploi d'effectuer 20 heures de bénévolat par semaine en contrepartie d'indemnités, inquiète l'ensemble des associations qui doivent adapter leur pratique d'accueil de nouveaux bénévoles. Les élus, quant à eux, avaient très vite soutenu ce dispositif en soulignant la nécessité d'imposer une contrepartie à l'aide accordée, considérant que donner une aide financière à une personne inactive n'est désormais plus acceptable. Le groupement des associations françaises, plus communément appelé le GAF, s'insurge contre ce dispositif qu'il juge contraire à l'éthique du bénévolat. Ce dispositif va concerner dans les mois qui viennent près de 7 millions de personnes. Autant de demandeurs d'emploi qu'il faudra accueillir, intégrer et former sans moyens supplémentaires. Le GAF dénonce une réforme coup de poing, difficile à mettre en œuvre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Euthanasie, la France franchit le pas. Après plusieurs années de loi Leonetti, l'euthanasie est légalisée. La France devient ainsi le 4e pays à encadrer l'acte d'euthanasie après les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Jocelyne, s'il vous plaît, donnez-nous quelques repères afin que les Français qui nous écoutent comprennent ce qu'on entend par euthanasie. On parle d'euthanasie lorsqu'un médecin provoque volontairement la mort d'un patient, dans le but de mettre un terme à des souffrances jugées insupportables. L'euthanasie ne doit pas être confondue avec le suicide médicalement assisté, déjà pratiqué en Suisse. Eh bien, merci Jocelyne. On se retrouve ce soir pour le rendez-vous La Parole aux Français. Madame, Monsieur, bonjour. Vous avez envie d'aider votre prochain, de soutenir les plus démunis, transmettre un savoir ou lutter contre l'isolement des personnes âgées, bref, être bénévole dans une association. Vous n'avez pas la possibilité de vous engager dans la durée, le micro-bénévolat est fait pour vous. En effet, Élie, c'est la conclusion de l'étude publiée ce jour par France Bénévolat qui révèle que 50% des bénévoles aujourd'hui, en France, ont choisi de s'engager dans du bénévolat de quelques jours à une journée. Selon ce rapport, les Petits Frères des Pauvres sont l'association qui accueille le plus de micro-bénévoles. Mesdames, Messieurs, bonjour. Meilleure performance de la semaine, la filiale Robolol, offre de services de robots humanoïdes de compagnie et de lien social à la demande, voit ses actions grimper de 5 points. Outre cette performance, Uber annonce aujourd'hui la sortie de Lolita, le robot 100% connecté. En effet, Fanny, c'est une grande première puisque ce robot offre la gamme de services la plus large à destination des personnes âgées et propose une connexion centrale à tous les appareils connectés de la maison. Ce service, accessible pour une centaine d'euros, promet de couvrir tous les besoins des personnes âgées isolées. Une grande avancée contre la solitude et la dépendance des personnes âgées.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. 15 ans après son lancement, la télémédecine est un véritable succès, tout particulièrement dans les zones rurales, confrontées à la désertification médicale. Un succès, Michael, mais c'est un constat en demi-teinte, comme en témoigne la Fédération des médecins qui pose les problèmes de confidentialité qui touchent particulièrement les personnes âgées. Elles doivent souvent faire appel à leurs proches ou à des bénévoles pour les assister dans leurs consultations médicales. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une première en France, un centre de vacances qui accueille des clients âgés propose des chambres d'amour et des soirées libertines. Une nouveauté qui enchante les clients de plus en plus nombreux. En direct de l'abbaye de l'After, Monsieur Larose, directeur de l'établissement. Bonjour, racontez-nous comment vous est venue cette idée d'ouvrir des chambres d'amour. Bonjour Lydie, tout d'abord merci pour votre invitation. Cette volonté est partie d'un constat simple, les personnes âgées ont aussi des désirs et peuvent encore tomber amoureuses. En séjour de vacances particulièrement, elles peuvent faire des rencontres. Il nous a donc semblé naturel de permettre à nos vacanciers de vivre leur séjour comme ils l'entendent et ce, dans tous les domaines. Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui à Chevilly-la-Rue, dans le Val-de-Marne, le dernier EHPAD encore en activité sur le territoire français vient de fermer ses portes. La culture domiciliaire est maintenant généralisée, ce sera d'ailleurs le sujet du grand dossier spécial juste après ce journal. Mais tout de suite, je vous propose de retrouver en direct Xavier-François Turbo-Delef qui milite pour le développement de l'habitat alternatif. Alors Xavier-François, l'habitat alternatif, c'est le kiff ? Comme vous le dites Isabelle, pour bon nombre de personnes âgées, l'habitat alternatif, c'est le kiff. En effet, 92% des personnes âgées qui vivent dans ces habitats estiment que c'est la bonne solution pour lutter contre l'isolement. Merci pour ce témoignage éclairant. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Votre fidélité. Au revoir. Alors il faut reconnaître que ceux qui ont produit ça avaient une boule de cristal particulière. Enfin voilà, la manière d'éclairer et de poser les questions. Alors on va maintenant justement continuer à... On a parlé de la fracture numérique dès le démarrage de cette plénière, donc on va vous mettre au travail tout de suite avec Klaxoon. Klaxoon c'est alors c'est pas une application, c'est un site. C'est un site qui va nous accompagner pendant cette rencontre. Et donc vous pouvez y accéder avec le code suivant, à partir de l'adresse www.klaxoon.com, je crois. Et alors, vous avez peut-être certains essayé de vous connecter au Wi-Fi. Ici, ça marche mieux avec la 4G sur certains opérateurs. Donc n'hésitez pas à utiliser la 4G si vous en avez. C'est pas un site qui consomme beaucoup. Donc, employez votre 4G si vous pouvez. Sinon, allez sur les trois adresses qui peuvent s'afficher en Wi-Fi avec toujours le même mot de passe, c'est rencontres. Alors, selon on vous a mis sur votre badge, normalement, derrière, sur quel réseau vous devez vous connecter. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Comment ? Oui, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez lever la main aussi. Il y a quelques personnes qui pourront vous aider, voilà. Mais j'espère que vous êtes au moins à côté de quelqu'un qui a réussi à se connecter. Donc on va juste faire un premier exercice. Pour ça, une fois que vous êtes... Est-ce que tout le monde est à peu près sur la page d'accueil de la rencontre en ayant tapé le code NCJJPW? Donc vous avez saisi votre identifiant. Votre identifiant, c'est... vous mettez le mot que vous voulez, votre prénom ou bien un petit nom, comme vous voulez. Un pseudo, en fait. Ensuite, vous êtes connecté et vous devez avoir ce logo qui apparaît et puis un texte qui défile. Et vous avez une petite croix en bas qui s'appelle voilà, la croix. Et quand on clique dessus, on a un certain nombre d'activités possibles. Est-ce que tout le monde en est à peu près là? On a combien de connexions, Fanny?
70, donc c'est pas mal, oui, oui. 75. Alors, c'est bon, à peu près? Bon, on va donc... vous tapez sur la croix, vous avez les activités. Et... Donc là, vous avez le défilé déjà d'un certain nombre de messages, normalement, si vous allez sur la rubrique messages. Alors vous allez sur... Tu peux lancer l'activité, Fanny? Non, ça vient. 2 minutes. Est-ce que ça va? Tout le monde est klaxonné? Non? Le réseau Wi-Fi n'est pas stable, oui. Alors le code, c'est N, vous l'avez sur toutes les diapos, mais là il est un peu bas, NCJJPW. NCJJPW. Alors la fracture, c'est vraiment ça, c'est ceux qui sont connectés, ceux qui ne sont pas. Voilà, on vit ça en direct. Et en plus, on est dans une zone blanche, oui, c'est vrai. Bon, vous inquiétez pas, c'est une tentative, ça ne vous empêchera pas de suivre complètement intégralement les rencontres et d'en profiter pleinement. On reste très humain. Alors, je crois qu'il y a un petit souci en régie pour lancer l'activité. On me dit encore 1 minute. Donc la première activité, ça va être une météo. On va sentir votre météo intérieure. Donc quand on va lancer l'activité, je vais vous donner le top. Vous pourrez taper, voilà, on voit le chiffre qui arrive, le petit onglet noir, le petit badge noir qui marque 1 sur Storms, voyez. Donc là, vous pouvez cliquer sur Storms. Dans vos activités, vous avez plusieurs petits ronds. Et voilà, vous avez Storms. Et là, il y a écrit météo intérieur. C'est ça? Non? Non, c'est pas. Oui, c'est ça. Tu tapes sur la croix. Non, reviens. Tapez sur la croix, ensuite vous avez un certain nombre d'activités et vous avez un petit dessin d'une tempête, Storms, et là vous cliquez sur Storms et c'est la météo. Donc vous pouvez taper votre météo avec un seul mot. Non, ça ne marche pas, bon, c'est pas grave. Vous tapez votre météo intérieure avec un seul mot, c'est-à-dire si vous êtes fatigué, si vous êtes en forme, si vous êtes heureux, si vous êtes intéressé, captivé, pressé. Ça y est, vous voyez? Et une fois, voilà. Voilà. Vous voyez donc la météo intérieure de la salle va se construire tranquillement. Donc si les gens ont tapé le même mot, ou si vous likez, c'est-à-dire que si vous allez sur les mots qui sont proposés et que vous pouvez les liker, c'est-à-dire que vous aimez ces mots-là, en appuyant dessus avec le petit cœur, normalement, le mot va prendre plus de place. Donc la salle est plutôt curieuse, enthousiaste, plutôt de soleil. Hein, on est dans l'été indien, tout va bien. Voilà. Donc voilà un exemple sur comment le numérique peut contribuer sur un groupe à essayer d'avoir une image assez rapide de voilà, la météo, la température du groupe. Alors ça bouge au fur et à mesure que
Là, vous entrez des mots. Et le soleil prend la tête, quasiment. Voilà. Allez, on va passer à la première plénière. Alors le code, je ne l'ai plus là, mais attendez. M, N comme Norbert, C, J, J, P, W. Sachez que pendant la plénière, si vous restez sur cette application, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure où vous entendrez les intervenants, les questions qui vous viennent. Vous pouvez poser vos questions ou bien faire des messages, marquer vos réactions, vos remarques, tout au long de la plénière, donc sur Klaxoon, sur la rubrique message, hein, sur l'activité message. Et voilà. Donc on va rentrer sur la première plénière, qui a pour titre la place des personnes âgées dans la société de demain. Et j'accueille Jean-Louis qui va animer cette plénière et qui va présenter les intervenants. Merci Étienne. Voilà, vous n'êtes pas trop stressé par tout ça. Je vois que il faudrait peut-être. Étienne disait qu'il fallait respirer. Il faut peut-être aussi un peu sourire parce que la situation n'est pas désespérée du tout et qu'au contraire, dans le rapport qu'a animé Isabelle, je crois qu'il y a une question qui était posée et que globalement, on avait un peu été étonné de ça, que les gens disent qu'ils sont heureux, hein, je crois, voilà, et que l'avenir, et donc on se projette vers demain. Eh bien, je pense qu'on peut se dire que la population vieillit, mais qu'on l'a voulu. On veut la longévité, c'est quand même quelque chose de bien. On a envie que ça se passe bien. Les progrès de la médecine font que, quand même, aujourd'hui, on va bien mieux qu'hier, malgré tout. Et que donc, on voudrait ouvrir cette conférence un peu sous un regard positif. Alors, j'accueille donc Gérard François, j'allais le mettre à l'envers, Gérard François Dumont. Gérard François Dumont est enseignant à l'université de Paris 4, je crois. Démographe, géographe, notamment très intéressé sur la géographie des populations et aussi intéressé par de nombreux articles récents autour de la question de la territorialité, hein, du rapport urbain, rural, etc. Romain Pasquier, lui enseignant Sciences Po Rennes, chercheur CNRS autour de la question, là vraiment de la territorialité, je crois, autour des décentralisations, de la politique territoriale. Isabelle Sénécal, que nous connaissons bien, et qui a animé le rapport. Alors, il y a une part d'étude, mais c'est quand même un rapport. Hein, voilà, elle tient à ce qu'on dit de cela. Voilà. Vous aurez aussi quelques petites interventions off qui vont arriver, qui sont plus sous l'ordre des témoignages. Alors, notre thème à nous, c'est ouvrir un peu, quelque peu les horizons, hein, autour de l'évolution de la question du vieillissement et de la question aussi de comment une population vieillisse, mais à la fois continue à habiter, à être vivante sur les territoires et comment les territoires s'organisent autour de cela. Vous avez écrit, je crois, un ouvrage, on l'a observé, hein, en 2003, qui est un ouvrage prospectif, démographique, un peu autour des questions du vieillissement de la société à l'horizon de 2030. Alors entre 2003 et 2030, en 19, on est à peu près au milieu. Et là, vous avez tracé des grandes lignes forces et aussi quelques préconisations. Qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui dans cette prospective que vous avez voulue sur une trentaine d'années, en gros? Eh bien, comment voyez-vous l'évolution de la société française et vos idées de 2003 se réalisent-elles? Écoutez, d'abord, merci de votre accueil. Effectivement, nous avons fait un travail de prospective, hein, selon les méthodes de cette discipline. Il nous a fallu évidemment retenir des variables, précisément 16 variables. Et vous savez qu'en prospective, on distingue ce qu'on appelle les tendances lourdes. Bon, c'est un mot un peu discutable, mais c'est la formulation qu'on utilise, c'est-à-dire une tendance lourde, c'est le fait que le futur
serait semblable à la situation actuelle. Donc c'est la continuation du présent. Et puis on étudie les ruptures possibles, c'est-à-dire les changements dans les évolutions qui peuvent se produire. Donc pour chacune de ces variables, nous avons examiné quelle est la tendance lourde et quelles sont deux des ruptures possibles. Alors dans la mesure où nous avons retenu 16 variables, c'est simple. Si on marie ces différentes tendances lourdes et ces différentes ruptures possibles, on arrive à 256 scénarios. Bon, donc ça peut paraître aberrant, et en fait c'est absurde d'étudier 256 scénarios, tout simplement parce que ça supposerait de mettre en évidence des scénarios dont les ruptures sont incohérentes entre elles. Donc nous avons retenu 4 scénarios, et pour ces scénarios, nous avons choisi des noms de vent, correspondant donc à 4 directions du vent, hein, nord, sud, est, ouest, que nous avons appelés donc Aquilo, Eurus, Auster et Zephyrus, pour ceux qui se passionnent pour les histoires de vent. Chacun de ces scénarios donc correspond à des évolutions possibles cohérentes, sachant qu'il y a un scénario rose qui est le scénario Aquilo, c'est-à-dire celui d'une France qui effectivement se réforme et s'adapte aux réalités, un scénario plus divers, démographique, d'une France qui n'arrive pas en fait à s'adapter à un monde qui évolue, donc ça c'est le scénario russe. Le scénario austère, là en fait c'est le pouvoir gris qui domine totalement la société française et qui finit par la manger en quelque sorte. Et enfin le scénario Zephyrus, donc vent de l'Ouest, donc là on évolue un peu vers un système un peu à l'américaine, c'est-à-dire un jacobinisme de minima sociaux qui en fait n'est pas satisfaisant pour un bon échange entre les générations. Et nous avions, à la suite de ces scénarios, donc l'idée bien entendu c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour écarter les scénarios non souhaitables et que faut-il faire pour aller au contraire vers le scénario souhaité, c'est-à-dire le scénario Aquilo. Et donc nous avions débouché sur 12 chantiers à mettre en œuvre et 67 recommandations. Et lorsque je relis aujourd'hui ces recommandations, je suis obligé de constater qu'aucune n'a été mise en œuvre. C'est-à-dire qu'en fait, que nous sommes plutôt toujours sur un scénario noir qui s'est déroulé ces 12 dernières années, c'est-à-dire vers un vent froid d'un pays qui a beaucoup de mal à se réformer et à répondre en fait aux besoins de sa population. Donc je suis obligé d'être un peu pessimiste, si vous voulez, de constater que la société française a besoin d'être beaucoup plus secouée pour prendre en compte les réalités. Bon, je prendrai qu'un seul exemple pour illustrer ceci. Nous avions fait un certain nombre de propositions en matière de politique du logement, hein, pour des systèmes beaucoup plus souples en matière de politique du logement, donc pour fluidifier et aérer le marché du logement, que ce soit le marché locatif ou le marché de la propriété. Et malheureusement, depuis, vous savez qu'au contraire, les réglementations ont plutôt étouffé le marché du logement, puisque vous avez pu constater comme moi la baisse tout simplement de construction en matière de logement ces dernières années, qui va continuer d'exercer des effets, parce que les professionnels du logement vous disent, pour faire redémarrer la construction de logements, il faut au moins 3 ans. Hein. Donc il faut, vous voyez, prendre des mesures bien à l'avance pour arriver à de meilleurs résultats. Voilà, très rapidement présenté pour ne pas être trop long et pouvoir répondre ensuite aux questions. Donc ce travail de prospective que nous avions conduit et qui a donné lieu, donc, comme vous le disiez, à la publication d'un livre plus détaillé, bien entendu. Merci. Donc des difficultés, toujours un scénario qui est quand même assez gris, vous dites, autour de cette évolution. Est-ce que vous pensez que notre pays est en panne par rapport aux autres pays, ou est-ce que vous pensez que dans les autres pays, vous avez un regard aussi élargi par rapport à la situation française, il y a des choses, des scénarios qui se mettent en œuvre et qui arrivent à trouver des solutions, parce que nous ne sommes pas la seule société qui vieillit, par exemple. Non, mais par contre, nous sommes le seul pays où on a renforcé, on a mis en œuvre une recentralisation. C'est-à-dire que de plus en plus, on prend des décisions au centre sans tenir compte des réalités locales.
à la différence des autres pays, et notamment, je dirais, des autres pays démocratiques, qui, toutes ces dernières années, ont été plutôt dans des logiques de décentralisation, donc de permettre au local de répondre aux problèmes. Donc vous voyez bien, par exemple, que nous, on a les décisions qui ont été prises ces dernières années, c'est une diminution considérable de la libre administration des collectivités territoriales. Et donc, pour les questions d'ailleurs que vous évoquez, vous voyez bien combien les départements ou les communes sont beaucoup plus en difficulté pour investir dans des équipements qui faciliteraient la vie des personnes âgées. Alors bien sûr, les maires ne vont pas vous le dire. Ils vont pas vous dire officiellement qu'ils ont repoussé un projet de crèche, un projet de halte de garderie, un projet de centre de rencontre intergénérationnelle, parce que l'État a diminué leurs ressources de 13 milliards et que les possibilités pour eux aujourd'hui de jouer sur les impôts locaux ont été quasiment supprimées entre la réforme de la taxe professionnelle et puis ce que j'appelle, moi, la nationalisation actuelle de la taxe d'habitation. Mais donc c'est là où on est très différent, si vous voulez, des autres pays au monde, où on peut apporter beaucoup plus de réponses locales, alors que le local a été étouffé ces dernières années. Effectivement, notre pays a certainement une structure très particulière dans ce jeu entre centre et local, avec des locaux aussi très très coincés, parce que le nombre de communes en France n'a jamais pu bouger réellement, il bouge un peu aujourd'hui, le nombre d'élus est colossal, les liens qui unissent et qui peuvent bloquer aussi le territoire sont très nombreux, il y a des facteurs qui sont très, très particuliers. Alors on a regardé, on a un peu observé dans nos analyses propres à l'association, là, au niveau du 1er octobre, depuis 3 ans, on fait une enquête CSA pour avoir un peu quelques chiffres sur la situation de l'isolement en France. Et cette année, on a justement voulu regarder la question du territoire. Qu'est-ce qui se passe finalement sur ces territoires français, Isabelle? Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments qui montrent peut-être des situations qui sont très diverses et qui pourraient s'analyser autrement si justement on considère mieux ce travail entre une orientation nationale et puis des politiques territoriales qui s'adaptent et qui se coordonnent? Oui, bon, déjà bonjour à toutes et à tous. Donc je vais rappeler très rapidement pourquoi on fait un rapport. Depuis 3 ans, donc à l'occasion du 1er octobre, on sort un rapport concernant la solitude et l'isolement des personnes âgées. Donc en 2017, on avait fait un baromètre très généraliste qui s'appelait Solitude et isolement des plus de 60 ans en France. L'année dernière, on a fait l'exclusion numérique. Et que ce soit en 2017 ou en 2018, on a constaté qu'il y avait des inégalités territoriales. Et donc, du coup, on s'est également aperçu qu'il y avait peu de données sur les liens entre solitude, isolement des personnes âgées et territoire. Il y a pas mal sur le vieillissement, mais il n'y a rien sur l'isolement. Et on était persuadés dès le départ qu'il y avait un lien et que ces inégalités territoriales pouvaient avoir un impact. Donc du coup, ce qui nous a intéressés, c'était aussi de pouvoir répondre à des questions qu'on se pose, que d'autres gens se posent, que des partenaires se posent, que des élus se posent, que des politiques se posent, que des journalistes aussi se posent. Et donc ces différentes questions, c'est est-ce qu'on est plus isolé en milieu rural ou bien en milieu urbain? Est-ce que cet isolement est le même? Et puis au-delà des constats, c'était aussi qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la meilleure échelle territoriale pour lutter contre l'isolement? Donc ça, vraiment, c'était notre objectif. Alors, par rapport à toutes ces questions, donc, il y a eu cette étude CSA, puis également une étude qualitative avec des entretiens de personnes qu'on accompagne. Et donc, on a pu en retirer des grands enseignements. Je vais vous en donner quelques-uns. Pour en savoir plus sur la totalité des enseignements, je vous invite à aller sur Fraternet. Donc, au niveau des constats, donc, première chose, c'est une urgence humaine et territoriale, puisqu'on a 27% des 60 ans et plus qui ressentent de la solitude. Donc, ça fait 4,6 millions de personnes. C'est énorme. On s'est intéressé aussi au risque d'isolement relationnel. Je parle de risque puisqu'on a posé une question. La question était, est-ce qu'il vous arrive de ne parler à personne de la journée? Et donc là, ça concerne 3,2 millions de personnes. C'est également énorme.
Donc toujours personnes de plus de 60 ans. On est bien sur une population, un public de personnes âgées. Et sans surprise, malheureusement, les personnes qui ressentent le plus de solitude, les personnes qui sont le plus en risque d'isolement, ce sont les femmes de plus de 85 ans avec des revenus modestes. Je vous apprends rien, c'est le public des petits frères des pauvres. On s'est également intéressé donc au territoire, puisque c'était ça l'objectif. Et donc on a des régions à risque. On a la région où on est actuellement, le centre Val-de-Loire. On a également la Nouvelle-Aquitaine, donc qui cumule un fort ressenti de solitude et un fort risque d'isolement relationnel. On a aussi au niveau des territoires, sans que ce soit la région, mais des territoires au niveau de la proximité, une urgence au niveau des quartiers politiques de la ville, où il y a un très fort risque d'isolement pour les personnes âgées, en sachant qu'il y a beaucoup de politiques publiques dans ces territoires de quartiers politiques de la ville. C'est concentré sur la jeunesse. Par contre, nous, on a l'impression vraiment que les personnes âgées sont les grands oubliés de ces quartiers. Le rapport montre également la structuration de l'isolement, de la solitude en fonction des territoires. En fait, en milieu urbain, ce qu'on constate, c'est des solidarités démunies, des relations de voisinage distendues. En revanche, en milieu rural, il reste de la solidarité, c'est plus fort. Mais l'isolement est aggravé par des facteurs structurels qui sont le manque de transport, la disparition des commerces, les médecins aussi qui s'en vont, on a du mal à en trouver. Donc tout ce genre de choses qui sont structurelles renforcent l'isolement. Par contre, en ville, on a plus de commerce, je passe pour les grandes villes, on a plus de commerce, on a accès à beaucoup plus de choses, il y a des transports, mais en fait, en ville, on vit les uns à côté des autres, mais on ne vit pas ensemble. Voilà, c'est un des grands enseignements de l'étude. On a également demandé aux personnes âgées qu'est-ce qu'elles attendaient pour lutter contre leur isolement, et on s'aperçoit, ce qu'elles veulent, c'est pouvoir continuer à faire leur quotidien, à sortir, quel que soit l'âge, et pouvoir accéder à l'espace public, pouvoir accéder justement à ces transports, à ces commerces. L'isolement, c'est bien pour les personnes âgées, ne plus pouvoir continuer à faire leur vie au quotidien. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'essentiel. Je vais parler très rapidement des préconisations, même chose, il y en a 15, je ne vais pas toutes vous les citer, je vous invite à aller sur Fraternet. En fait, on les a regroupés en 5 grands thèmes. Donc, mieux observer l'isolement des personnes âgées sur les territoires, puisque, comme on dit que chaque territoire est différent, donc il faut vraiment aller voir ce qui se passe au plus près de chaque territoire pour pouvoir en parler, pour pouvoir combattre l'isolement. Construire donc les actions forcément au plus près de ces territoires. Bien entendu, mobiliser le grand public, encourager la citoyenneté, promouvoir des solutions d'habitat, toujours au plus près des territoires, et favoriser ce fameux quotidien des aînés. Et ce qui est assez drôle, c'est que les propositions dont parlait, les préconisations dont parlait M. Dumont, eh ben on retrouve les mêmes des années après. Donc on va peut-être essayer maintenant de passer à une action concrète, que ces propositions ne soient pas juste sur papier et qu'on les fasse vraiment dans la réalité. Donc de tous ces enseignements, de toutes ces préconisations, s'il fallait retenir les grandes lignes, il y a des personnes âgées isolées, quel que soit le territoire, avec des spécificités d'isolement, parce que c'est les spécificités territoriales, géographiques, historiques aussi parfois, économiques et sociologiques. Du coup, la meilleure échelle territoriale pour lutter contre l'isolement, c'est la proximité, en s'appuyant sur les acteurs des territoires en proximité, parce que c'est eux qui ont la connaissance. Et quand je dis les acteurs, c'est les élus donc, territoriaux, je pense bien entendu aux municipalités, mais c'est aussi tous les acteurs qui font le territoire. Ça peut être des commerçants, ça peut être évidemment les professionnels de santé et évidemment les citoyens du territoire qui ont un rôle à jouer, puisqu'en fait le remède, c'est tous ces acteurs. Oui, le remède, c'est nous, ça on sait. Mais c'est bien de le rappeler aussi. Romain Pasquier, vous avez, je crois, participé un peu à ce travail de rapport et d'études. Est-ce que les éléments dont sort Isabelle là en résumé,
correspondent à vos travaux habituels? Est-ce que ça donne écho? Est-ce que j'entends quand même quelque chose qui est peut-être un peu nouveau, ce « au plus près », qui revient comme un refrain? Qu'en pensez-vous? Oui, le registre de la proximité, effectivement, c'est une rhétorique que l'on entend souvent. Après, tout dépend le sens qu'on lui donne. On retrouve des éléments assez fondamentaux dans cette étude, le clivage urbain-rural. Il y a deux grands sociologues qui sont aussi chanteurs que j'aime bien. Le premier, c'est Michel Sardou. Ces villes de grande solitude. Bon, on retrouve ça. Hein. Et puis, plus récemment, Gauvin Serre, Les Oubliés. Eh bien, effectivement, là aussi, il illustre une autre réalité qui est la réalité rurale. Alors, si on prend un vrai sociologue, Émile Durkheim, lui, il oppose communauté et société. La communauté, c'est la société traditionnelle qui, effectivement, produit du sens collectif, mais si elle n'est pas accompagnée par des services publics, c'est le cas de la situation en milieu rural, peut renforcer ce sentiment de solitude. Ce qui se passe un peu comme dans une région comme ici ou comme en Bretagne. Et à l'inverse, dans des espaces urbains qui font société, mais qui sont marqués par une très forte individualisation des relations sociales, eh bien là, ce n'est pas les services publics qui manquent, mais c'est tous les liens informels qui font sens, qui donnent finalement réalité à cette société. Donc on est confronté, à mon avis, à travers la thématique de la proximité, en réalité à une kaléidoscope de situations. Et si on n'est pas en capacité, et je ne pense pas qu'on le soit, il faut être positif, mais je pense qu'actuellement en France, on n'est pas en capacité de répondre à cette différenciation, eh bien on risque de mourir en bonne santé. C'est-à-dire de laisser dans une logique finalement très marquée par l'inertie progresser un certain nombre d'inégalités territoriales, l'accès aux services publics dans le milieu rural et puis une forme de solitude dans les espaces urbains. Urbain-rural, je crois qu'on va reparler un petit peu de ça dans un second temps. Il y a peut-être une petite pause qu'on pourrait organiser maintenant. Il y a quelque chose dont tu as parlé, Isabelle, qui est cette question autour de, dans les, je crois, 3 millions de personnes qui ne parlent jamais, le fait s'aggrave avec, as-tu dit, des femmes qui sont seules, de plus de 85 ans, et dans des lieux, finalement, de pauvreté, avec des revenus très faibles. Je crois que cette question de l'inégalité aussi à ce niveau-là aggrave fortement la question de l'isolement et la souffrance que l'on peut recevoir et la déclassification quelque part. Alors je pense qu'on pourrait peut-être écouter une personne, François Soulage, qui a énormément travaillé autour de cela, qui a été président de Secours catholique, qui a été le président de la commission alerte de l'UNIOPS et qui est pétri de cette question-là. Écoutons-le. Quand on veut répondre à la question de qu'est-ce que la pauvreté aujourd'hui et qu'est-ce que la pauvreté de demain, je crois qu'il faut effectivement faire ce que je fais habituellement, c'est-à-dire ne pas parler que de la pauvreté matérielle. Parce que la pauvreté matérielle, on l'a traduit par des chiffres, ils sont connus, c'est 13,6% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, mais ça c'est un indice matériel. Ce qu'on sait beaucoup moins, c'est ce que moi j'appelle la pauvreté culturelle, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas les codes culturels. La pauvreté relationnelle. Les gens, ça rejoint une grande préoccupation des petits frères des pauvres et puis de tout ce que vous avez fait avec Mona Lisa sur la question de l'isolement. C'est aussi la pauvreté en termes de capacité à maîtriser un peu sa vie. C'est-à-dire, c'est à la fois, on ne me demande pas mon avis, et d'une certaine manière, je n'en ai pas parce que je n'arrive pas à être suffisamment dans les circuits pour avoir un avis. Donc il y a là l'impression qu'on est pauvre, la société ne vous reconnaît pas, et moi-même j'ai du mal à me reconnaître dans une société.
Donc ça devient très compliqué, parce que la pauvreté matérielle, on la réglerait, entre guillemets, par l'amélioration des minima, bon, et puis peut-être d'ailleurs par peut-être des services sociaux un peu plus dynamiques. Mais la pauvreté culturelle, ça renvoie à tout votre passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, dans la stratégie de lutte contre la pauvreté, on a dit, et je crois qu'on avait raison, qu'on n'a pas parlé des personnes âgées. Mais en même temps, les pouvoirs publics nous répondent, oui, mais les adultes d'aujourd'hui sont les pauvres de demain. Donc si sur ces questions de pauvreté culturelle, on ne s'attaque pas dès le jeune âge, et ensuite, eh bien, on va continuer à fabriquer des générations de gens qui vivront une pauvreté culturelle, des gens qui n'ont pas les codes. On n'attaque pas la question de la pauvreté des personnes âgées à la racine, et notamment sur cette question de la pauvreté culturelle, de l'isolement. Si c'était le cas, Mona Lisa aurait connu un développement bien plus important qu'il a connu. Donc moi, je trouve que le plan pauvreté avait raison de s'attaquer aux racines. Il a tort de ne pas aller jusqu'au bout et de ne pas s'occuper de la situation qui est celle aujourd'hui des personnes âgées. D'autant que la situation aujourd'hui des personnes âgées, avec déjà la prolongation de l'âge moyen des personnes et de la dépendance, pose d'ores et déjà des problèmes importants d'accompagnement des personnes âgées. Et donc, quand le plan pauvreté insiste beaucoup sur le mot accompagnement, moi je l'aurais dit à plusieurs reprises, et Armelle d'ailleurs l'a dit aussi, mais l'accompagnement des personnes âgées, c'est quelque chose d'essentiel. Et nous, on pouvait vous en parler, je n'ai pas l'impression qu'on ait pu en parler beaucoup. Et je crois qu'on ne peut pas compter sur le lien familial comme la solution pour le maintien du lien avec les personnes âgées. Et donc des associations comme la vôtre, il faut qu'elles aient bien ça en tête, c'est que vous allez être amenés les uns et les autres, enfin moi je vois aussi mon expérience de secours catholique, à remplacer ces liens. Ces liens, c'est pas du matériel, c'est du lien avec la personne, c'est de la confiance. La personne âgée, à mon avis, a de plus en plus besoin de quelqu'un auquel elle puisse se confier. Et si ce n'est pas la famille, il faut qu'elle trouve quelqu'un d'autre. Moi, je pense que dans le plan pauvreté, d'ailleurs, on a beaucoup insisté sur cette question. Quand on parlait de l'accompagnement, c'est l'accompagnement avec des personnes de confiance. Je crois qu'on va avoir une influence croissante de cette pauvreté culturelle. Et c'est pour ça que je trouve que la stratégie de lutte contre la pauvreté est un moment important et il faut se battre. Et moi, j'ai beaucoup soutenu, quand j'étais président du collectif Alerte, les petits frères, notamment avec Alain Villez et Armelle, parce que on ne peut pas se contenter de ça, parce qu'on sait qu'on est en train de préparer des pauvres de demain, des personnes âgées pauvres de demain. Et ça me paraît aujourd'hui... donc cette pauvreté culturelle est essentielle. Et puis le deuxième, c'est l'urbanisation croissante. On est plus pauvre quand on est une personne âgée en ville que lorsqu'on est une personne âgée pauvre en milieu rural. En milieu urbain, on ne connaît pas les gens. La cellule familiale est une cellule de plus en plus éclatée, donc on ne peut pas compter sur elle pour assurer ce lien social. Et comme on est souvent avec des personnes âgées qui ont vécu dans un modèle familial mais qui maintenant ne l'ont plus, ce n'est pas quand on est une personne âgée qu'on reconstruit un réseau. Et donc c'est là-dessus que je voulais attirer votre attention. Je suis convaincu aujourd'hui qu'une personne âgée qui n'a pas un réseau social et qu'elle garde son réseau social se trouvera en très grande difficulté. Et ça, c'est une évolution qui va être de pire en pire avec l'urbanisation croissante. Aujourd'hui, on parle des aidants familiaux. Je crois profondément que ça ne durera pas éternellement. Parce que lorsque les personnes âgées dépasseront allègrement les 90 ans et que leurs enfants dépasseront allègrement les 70 ans, ils ne seront plus aidants familiaux parce qu'eux-mêmes auront peut-être besoin d'aidants familiaux. Donc je crois qu'il faut être extrêmement prudent sur cette question. Il faut avancer sur la question des aidants familiaux avec beaucoup de prudence, en termes purement matériels, en termes de disponibilité. Qu'on travaille pour leur faciliter la vie quand ils existent, ce n'est pas la solution. Ça, pour moi, si on plaide trop dans ce sens, c'est un aveu d'échec de la puissance publique. Alors, au milieu de tout ça, on a l'impression que la stratégie pauvreté, c'est un autre monde. Or, je crois qu'il y a peut-être un petit coup à jouer autour de ces gens-là qu'on a appelés les hauts commissaires à la lutte contre la pauvreté,
qui vont être des personnes, on n'en a pas beaucoup dans l'administration, qui vont être complètement transversaux. Ils vont avoir la charge de la lutte contre la pauvreté dans son ensemble. Mais dans les régions, je pense qu'on aura là des interlocuteurs accessibles sur des solutions qui peuvent être elles-mêmes mises en œuvre, parce qu'on est quand même beaucoup sur du qualitatif. Et donc des coups de main, des opérations de prise de conscience, ça peut être plus facilement jouable au niveau régional qu'au niveau national. Donc moi je pense qu'il y a là une opportunité. En tout cas, si j'étais à votre place, je m'occuperais très sérieusement du contact avec ces fameux hauts-commissaires. Le drame de la personne âgée, souvent, c'est qu'on ne la sollicite plus. Une personne à qui on demandera son avis, qui aura l'impression que son avis est écouté, c'est autant de lutte contre la pauvreté. Et vous voyez, on n'est pas dans la pauvreté matérielle, on est dans la pauvreté relationnelle, on est dans la pauvreté intellectuelle, la pauvreté culturelle. Et pour moi, c'est ça l'essentiel. Parce que nos politiques, si on a suffisamment de poids, ce n'est pas encore le cas, mais si on a suffisamment de poids, on pourra peut-être avancer dans la pauvreté matérielle. Mais dans tout ce dont je viens de parler, non. Non. Je crois qu'il y aurait beaucoup de choses à tirer de ce que nous dit François Soulages là. Moi, j'ai entendu quelque chose qui dit qu'il faut attaquer la pauvreté à sa racine. J'ai entendu aussi que ce n'est pas une solution, mais certainement un ensemble de solutions. Et puis, il nous conseille de jouer sur les dispositions, notamment de ces quelques personnes situées comme des commissaires sur des régions, afin de travailler avec eux au mieux et à trouver des solutions propres. Alors, du coup, la question territoriale rebondit un peu quand même. Est-ce que attaquer la pauvreté à la racine, c'est trouver des démarches propres par rapport au territoire propre, et notamment cette question entre urbain, et encore urbain, il y a des strates d'urbain, il me semble qu'il y a les cœurs de ville, et il y a un plan qui est d'ailleurs sur les cœurs de ville, il y a les périphéries, il y a le périurbain, il y a les zones de politique de la ville, on voit bien que l'urbain est très divers, et puis le rural, lui aussi, est divers. Et on voit, et j'ai lu un de vos derniers articles, qui nous dit bien qu'il y a des expériences, notamment dans le monde rural, et qu'il n'y a pas de ligne définie. Le monde rural n'est pas condamné. Alors qu'il y a quelque temps, on pouvait parfois le condamner comme un lieu d'isolement. Comment on évolue là-dessus, et qu'est-ce qui serait possible pour nous de mettre en place pour aller au plus près, justement, et trouver et mettre en place les bonnes synergies au plus près? Le premier élément qu'il faut préciser, c'est que la pauvreté à sa racine, elle commence dans l'éducation nationale. Et c'est un ancien recteur d'académie qui vous le dit, excusez-moi. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on regarde les taux d'illettrisme en fin de CM2, on sait qu'on est en train de préparer la pauvreté de demain. Donc moi, j'ai toujours dit à mes ministres de l'Éducation nationale, la priorité des priorités, c'est de faire baisser le taux d'illettrisme en fin de CM2. Et comment on le fait baisser? Eh bien, en fait, on le fait baisser par des réponses locales. Pourquoi? Parce que selon les écoles primaires, vous n'avez pas le même type de population. Et même moi qui ai dirigé plusieurs ZEP, vous savez, ces zones d'éducation prioritaire, eh bien, elles sont toutes différentes les unes des autres. Vous avez des ZEP où il n'y a aucune activité associative autour, et donc c'est très difficile pour l'éducation nationale de développer du soutien scolaire ou autre, et puis d'autres ZEP où il y en a. Or, la réponse à l'illettrisme, eh bien, elle est notamment chez les personnes âgées. Moi, j'ai conduit des expériences pour jumeler des maisons de retraite avec des écoles primaires. Vous aviez effectivement les personnes âgées qui faisaient du soutien scolaire pour les jeunes, et puis des jeunes qui, par exemple, expliquaient à une personne âgée comment servir d'une tablette, etc. Donc c'est là où l'intergénérationnel est tout à fait essentiel, parce que ça permet à la fois à la personne âgée de ne plus être isolée, de se sentir un citoyen qui est utile à l'avenir d'un jeune et de son pays, et en même temps, ça peut permettre de lutter contre l'illettrisme. Mais on voit bien que la réponse, elle est locale. Ce n'est pas avec une organisation nationale que l'on va résoudre ce problème. Par contre, il faut encourager ces expériences locales et les mettre en valeur. Romain Masquet, vous avez quelques éclairages, notamment vous qui observez beaucoup les politiques publiques. Est-ce qu'il vous paraît,
pour vous, est-ce qu'il paraît que des politiques publiques rénovées sur ces thématiques-là de lutte contre l'isolement, en fonction des territoires, au plus près justement, sont possibles aujourd'hui et lesquelles? Oui, elles sont possibles. La seule difficulté, et elle n'est pas des moindres, c'est qu'on a une fragmentation des politiques publiques aujourd'hui en France. Ça a été évoqué par vous et par mon collègue. Ce millefeuille administratif fait que, effectivement, dans la capacité que les institutions publiques ont à entrer en relation avec des corps intermédiaires, des grandes associations et à expérimenter, elle est faible en France. Elle est faible parce que tout le monde a un petit peu de pouvoir, mais personne n'en a vraiment. Donc il y a une faible capacité d'innovation publique qui est liée au fait qu'on a une grande fragmentation, ça a été dit, 40% des communes de toute l'Union européenne, plus de 1200 intercommunalités, une centaine de départements, etc. Sans compter les syndicats divers et variés, sans compter l'administration déconcentrée de l'État, sans compter les agences. Bon, donc effectivement, mais ça n'a pas bougé, c'est-à-dire qu'on a cet état mental de regarder systématiquement dans le rétroviseur du « c'était mieux avant », sauf que le « avant » ne reviendra jamais. La société change. Et notre design de politique publique ne change pas, ou pratiquement pas. Donc ça, c'est un vrai souci, parce que pour accompagner et expérimenter avec des associations telles que la vôtre, il faut quand même une capacité politique ascendante, importante. Or, c'est un peu l'armée mexicaine, si vous voulez, notre système politique local, avec souvent des élus qui sont de bonne volonté, mais qui ne sont pas forcément formés, qui sont très nombreux, qui sont dans des longs chaînages inter-institutionnels, et donc la réactivité, elle est relativement faible. Alors bien sûr, on peut toujours trouver la bonne expérience, le bon cas d'étude où ça s'est bien passé, sauf qu'on ne peut pas le dupliquer. Pourquoi on ne peut pas le dupliquer? Parce que ça correspond à un écosystème qui a bien fonctionné à un moment T. Vous savez, c'est comme les clusters, les pôles de compétitivité, on ne sait pas les dupliquer. Ça marche à un endroit, mais la Silicon Valley, si on savait la dupliquer, on la ferait partout. On ne sait pas la dupliquer. Donc, je pense qu'il faut adopter un nouveau logiciel qui est effectivement de laisser davantage de liberté locale, en sachant que chaque trajectoire sera différente d'un territoire à l'autre, en ce qui concerne, par exemple, l'accompagnement du vieillissement, des politiques de lutte contre l'isolement. Mais, et là j'en terminerai là, vous voyez bien que fondamentalement ça heurte le logiciel français. C'est-à-dire que ça heurte le logiciel égalitariste. Puisque ça veut dire qu'on va avoir des solutions différenciées selon les territoires. Ça veut dire que les personnes âgées, d'une certaine manière, il faut savoir se le dire, n'auront pas accès forcément aux mêmes services partout. Est-ce qu'on est capable de penser ça et d'accepter cela? C'est sûr. Et je pense que vous illustrez très bien ce millefeuille français, cette complexité qui ne fait que s'accroître finalement. Maintenant, les EPCI, les transferts de compétences, on ne sait même plus trop bien où sont les compétences. Et pour nous, associations, il nous semble aussi que, justement, je reviens à cette histoire de très grande proximité, que c'est peut-être à partir d'une réalité locale non duplicable, certainement, que des choses peuvent s'initier à partir du moment où il y a une vraie démarche de participation, qui est un des thèmes très forts pour notre association aujourd'hui. Donner la parole, mais plus que donner la parole, c'est coélaborer, y compris avec des personnes qui ne coélaborent à peu près jamais. Et là, les expériences, finalement, de coélaboration sur un lieu, pour construire vraiment des solutions propres à celui-là, sont quand même très faibles et pas très favorisées. Qu'est-ce qui pourrait être fait? Et il y a quand même des exemples. Alors, je sais que dans un de vos articles aussi, Charles-François Dumont, vous avez montré un petit exemple en Haute-Loire. Je sais que moi, je me suis aussi intéressé à une petite ville de Luzy, par exemple. Alors, certes, c'est pas duplicable, mais des éléments nouveaux peuvent se faire dans un contexte, effectivement, de millefeuille. Je sais que moi-même, sur mon propre territoire, dès que je veux apporter des choses un peu nouvelles là-dessus, j'ai beaucoup de mal, personne ne vous entend parce que le vieux réflexe revient toujours. Alors comment faire bouger des choses? Est-ce que vous pensez que c'est possible quand même? On peut faire bouger les choses, mais nous sommes quand même des citoyens
Et en tant que citoyen, il faut effectivement qu'on demande un assouplissement considérable des réglementations. Si vous voulez, c'est dans tous les domaines. Prenons, alors je vais prendre un autre exemple, mais pour bien comprendre. On nous parle beaucoup de la transition écologique. Et on a un État qui considère que pour la transition écologique, il faut des lois générales pour l'ensemble des territoires français. Alors je suis désolé, s'adapter à la transition écologique en Alsace et en Gironde, alors que ce n'est pas du tout la même morphologie, ce n'est pas le même climat, etc., sont des réponses différenciées. Donc ce n'est pas une loi qui s'applique de la même façon partout. Et là, c'est exactement la même chose. Bon, prenons l'exemple d'une innovation que j'ai primée dans le cadre d'un prix auquel je contribue. Bon, il s'agit d'un EHPAD qui a décidé juste avec l'EHPAD d'avoir des logements étudiants. Donc, la ville loue a décidé de louer à des étudiants, des studios étudiants, à un prix moins cher, parce que les étudiants donnent 5 heures par semaine pour des missions pour l'EHPAD. Bon, c'est quelque chose de très bien, mais effectivement, ce n'est pas forcément duplicable, par exemple, ici, parce que je ne sais pas s'il y a la possibilité ici, les universités sont trop loin ici. Bon, donc, mais il y a plein d'idées comme ça qu'il faut mettre en œuvre, mais pour les mettre en œuvre, il faut effectivement que les gens soient en responsabilité. Et malheureusement, il ne faut pas attendre de l'État, ce n'est pas le rôle de l'État. Je me souviens encore d'une audition récente au Conseil d'État, parce qu'il s'interrogeait sur le problème de l'expérimentation. Et alors, il y avait évidemment un ancien préfet de région et des conseillers d'État. Et je leur dis, vous savez, il n'y a pas d'expérimentation à attendre de l'État, parce que de toute façon, un haut fonctionnaire qui expérimente, il prend des risques pour sa carrière. Un haut fonctionnaire qui ne fait rien et qui n'expérimente pas, il ne prend pas de risque pour sa carrière. Et le préfet de région qui présidait cette audition me dit, je viens d'écrire ce que vous venez de dire et je l'ai souligné 2 fois. Bon. Donc ça veut dire que l'innovation, elle va venir des associations comme la vôtre, elle va venir de responsables locaux. Mais donc il faut au moins que l'on ait des lois qui n'étouffent pas l'innovation. Bon, aujourd'hui, une association comme la vôtre, effectivement, elle ne sait plus très bien parfois quel est son interlocuteur. De même que le citoyen. Parce que combien de fois aujourd'hui on téléphone à sa mairie et sa mairie dit « Ah ben non, c'est plus nous, il faut téléphoner à un autre endroit ». Donc ça commence très mal. C'est-à-dire qu'on n'a pas clarifié les compétences, on a compliqué la compréhension des compétences. Donc je crois qu'il est important aussi, en tant que citoyen, de se battre en ce domaine. D'ailleurs, bon, je constate que le gouvernement actuel est en train mis sur pied un projet de loi qui s'appelle Engagement et proximité. Merci Romain. Engagement et proximité. Je constate que ce projet de loi ne proposait que des éléments homéopathiques, et je vois que le Sénat, heureusement, va beaucoup plus loin. Mais en tant que citoyen, il faut soutenir effectivement cet assouplissement. Il faut que cette loi aille beaucoup plus loin que ce qui est projeté. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a quand même énormément de dialogue entre tout. Vous dites que le Sénat réagit, quoi. Je trouve que sur ces questions, il y a quand même de vrais débats ouverts aujourd'hui. Et je pense qu'il faut entrer, vous nous dites, un peu par tous ces interstices. Attention, c'est grâce aux Gilets jaunes. Oui, ça, c'est très important. C'est sûr. Parce qu'effectivement, moi, j'ai été auditionné plusieurs fois au Parlement et je leur ai dit, après juin 2017, je leur ai dit, mais en fait, le président Macron, il ne doit rien à M. Hollande. Donc, il peut quand même faire un inventaire des lois qui ont été votées sous Sarkozy et sous Hollande, voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et le modifier. Eh bien non, il ne voulait rien changer. Et il a fallu effectivement qu'il y ait les Gilets jaunes pour qu'on se dise, mais il faut quand même qu'on fasse le bilan de lois étouffantes et qu'on leur redonne de la souplesse. Nous avons parmi nous, alors on a eu un témoignage off avec François Soulage, maintenant on a un témoignage in. Oui, Isabelle, tu voulais dire quelque chose ? Oui. Oui, je voulais quand même revenir un peu sur ce qu'a dit François Soulage. Oui, nous, on a été au Petit Frère des Pauvres super déçus de ne pas voir les personnes âgées dans... Ça marche ou pas ? Oui, ça marche. Dans le plan pauvreté. Surtout qu'on sait, pauvreté financière, malheureusement, ça va de pair avec la pauvreté relationnelle.
Et puis je voulais revenir sur une étude de l'adresse de l'année dernière qui a constaté qu'il y a 1,4 million de personnes de 53 à 69 ans qui vivent sans emploi ni retraite. On appelle ça les NER. 1,4 million, c'est pas négligeable. Et donc là, on voit bien que notre société est également en train de fabriquer des futurs vieux pauvres. Donc la pauvreté va se prendre à la racine sur la jeunesse, et c'est super bien. Mais ces personnes-là, elles ne sont plus très jeunes, 53-69 ans, mais elles vont basculer, elles y sont déjà, elles vont basculer encore plus avec l'âge, voire le grand âge, dans la pauvreté, la précarité et les difficultés. Donc du coup, je vais revenir par rapport au territoire. Armel disait tout à l'heure, pas seulement pallier, mais aussi faire changer. Et en effet, c'est le but. On n'est pas là que pour mettre des pansements. Notre objectif aussi, c'est de faire changer les choses. D'où l'importance de témoigner, d'alerter, d'être présent dans les grands débats de société. C'est ce qu'on fait déjà au niveau, bien sûr, national. Je vais donner quelques exemples. Bon, déjà, il y a 2 personnes accompagnées qui participent à la consultation citoyenne sur l'environnement. Donc ça, c'est une très bonne chose qu'elles puissent prendre la parole. Il y a le revenu universel d'activité, donc là aussi les petits frères des pauvres sont présents et portent à chaque fois la parole des personnes âgées et font en sorte que les personnes âgées, donc les conditions des personnes âgées, ça soit entendu. Le futur proche, c'est aussi le projet de loi Grand Âge et Autonomie, donc là on a un rôle à jouer. La réforme des retraites vraisemblablement, mais c'est pas qu'au niveau national, c'est au niveau territorial. Et donc là je rejoins ce que disaient les autres intervenants, et au niveau territorial et au niveau de la proximité, parce que tout ça, ce qui va être le RUA, le grand âge et autonomie, c'est bien entendu au niveau territorial également que ça va se jouer. Et donc c'est au niveau des territoires que nous devons également porter donc les préconisations des petits frères des pauvres, et aussi tout ce qu'on fait en solution, en innovation, parce qu'on le fait, il faut les faire connaître au niveau du territoire et à tous les niveaux des territoires, que ce soit donc la région, le département et la commune. Et en général, les élus sont à l'écoute, et donc il faut continuer à le faire. Merci. Une expérience, une ville, une métropole qui s'engage dans le bien vieillir. Oui. Alors nous avons un invité surprise que nous ne connaissons absolument pas. C'est un peu un témoignage, vous voyez, il y avait le off avec François Soulage, là on a le in, ici même, mais... Donc Pascal travaille aujourd'hui. Alors pour nos intervenants, Pascal était jusqu'à très peu de temps directeur de la fraternité régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, nous le connaissons bien. Donc Pascal, tu travailles aujourd'hui dans le contexte de la métropole de Lyon comme conseiller technique sur les questions justement santé, sociale. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur une métropole? Voilà, c'est vraiment une large métropole qui a en plus pris la compétence départementale, donc qui a un statut très particulier, et qui a ce label bien vieillir. Il y a plein de villes de France, il y a plein qui se lancent là-dedans, il y a des associations qui les fédèrent ou quoi, qui les met en relation. Concrètement, par rapport à Lyon, qu'est-ce que tu dirais de ça? Qu'est-ce qui te paraît important dans ce contexte urbain tel que l'agglomération de Lyon aujourd'hui? Alors sur la métropole de Lyon, déjà bonjour à tous. Donc effectivement, c'est une collectivité qui a une forme un peu particulière puisqu'elle réunit les compétences de l'ex-communauté urbaine du Grand Lyon et du département du Rhône. Alors j'y suis allé en confiance parce que les petits frères des pauvres avaient fait un excellent travail de préparation, mais plaisanterie mise à part, c'est ce qui était intéressant au moment où la concertation s'est un petit peu lancée sur la mise en route de la métropole. Donc en gros ça a été une période qui a duré de 2013-2014 jusqu'à sa mise en place effective en 2015 et surtout ses mises en place opérationnelles en 2016. Le sujet du vieillissement est sorti assez spontanément. Il y a eu plusieurs ateliers qui ont été menés. Et ce qui a été intéressant, c'est de voir que cette métropole qui avait pour ambition de créer des transversalités entre ces compétences que j'évoquais tout à l'heure, pour répondre aux enjeux que vous évoquez vous-même, c'est-à-dire comment on coordonne mieux les politiques publiques,
et qui est un objet tout à fait inachevé à ce titre-là, mais en tout cas qui a vraiment eu la volonté de le faire, a perçu le sujet du vieillissement comme un sujet qui véritablement permettait de faire résonner, de faire travailler ensemble des acteurs qui viennent de l'urbanisme, des acteurs qui viennent du développement économique, ceux qui viennent de l'action sociale, voilà, des acteurs de mondes très très différents. Et au moment donc de ces études qui ont été menées pour aller vers la métropole, il y a 3 domaines très forts qui sont ressortis sur le sujet du vieillissement, c'est l'habitat, l'accès au numérique et la lutte contre l'isolement. Donc habitat au sens très très large, c'est-à-dire comment on permet à une personne de pouvoir vieillir sereinement dans le maintien de ses habitudes, dans son bassin de vie, pour essayer d'éviter de la déraciner sur des logiques purement de placement, entre guillemets, même si le terme est sans doute pas le bon, mais voilà, liées à des impossibilités à pouvoir rester chez elle à un moment donné. Donc il y a vraiment eu ce travail qui a été mené. Travail renforcé évidemment par les 3 défis démographiques, alors ça qui sont assez communs à tout le monde, même si c'est un petit peu plus marqué en ce qui nous concerne, c'est-à-dire, bon voilà, on sait que le vieillissement, ça se précise avec un triplement du nombre de personnes de plus de 75 ans attendues dans les 10 prochaines années, et puis voilà, le défi social aussi, avec la baisse du nombre des dents naturelles, entre guillemets, qui environnent ce contexte. Voilà, alors ensuite, de manière opérationnelle, peut-être, pour vous dire ce qui s'est fait depuis que la métropole s'est mise en place. Alors déjà, il y a les transversalités que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire, par exemple, vous évoquiez le jumelage entre des institutions liées au maintien dans l'autonomie, entre guillemets, et puis des établissements scolaires. Bon, bah, évidemment, les collèges, très, très rapidement, il y a eu un lien fort qui a été mené, puisque la direction des collèges, en fait, est commune avec la direction de l'action sociale, donc ils se sont parlé. Même si c'est pas toujours facile. L'habitat aussi a rejoint la direction des solidarités. Donc là aussi, un gros travail qui a été mené, qui a permis de faire émerger une dizaine, il y a à peu près 1000 logements là, qui sont en cours de réalisation sur soit résidence intergénérationnelle, soit habitat groupé, enfin voilà, des sujets où beaucoup d'acteurs associatifs avaient, notamment grâce à monsieur Turbet de l'EF, évoqué tout à l'heure, été un petit peu agités au moment de la concertation sur la métropole. Bon, bah voilà, il y a des projets, Simon de Sirène, dans le champ du handicap, dans le champ des personnes âgées qui commencent à émerger, même si c'est pas simple, il y a beaucoup de freins, mais ça, je ne vais pas m'étendre, mais je pourrais le faire si vous le souhaitez. Et la direction de la culture, la direction du sport, qui se sont mis à réfléchir à comment donner accès aux personnes âgées, avec leurs collègues du social qui venaient les interroger. Et tout ça dans un esprit de concertation assez intéressant. Voilà, donc ça, c'est des choses qui commencent à avancer. Après, dans les choses beaucoup plus structurantes qu'on essaye de mettre en place, même si c'est pas toujours évident, il y a un aspect préventif. Je dirais que j'ai beaucoup aimé votre expression, Monsieur Dumont, sur les racines de la pauvreté. Les racines du bien vieillir, c'est dans la petite enfance. C'est la même chose. Il y a un gros projet. On a la chance d'avoir sur le territoire en plus un monsieur qui s'appelle le professeur Chauvin, qui est un Stéphanois, président du Haut Conseil de la santé publique, qui se bat depuis des années. Et là, avec la métropole, il a trouvé un soutien pour lancer ce qu'il appelle, lui, un projet de renforcement de la littératie en santé. Donc ça veut dire des compétences, en gros, en santé. Et donc, il y a un gros programme qui est mené depuis quelques temps, là, qui vraiment, on sent qu'il y a des effets intéressants autour de la petite enfance, donc en lien avec nos services de protection maternelle et infantile, de la petite enfance des écoles primaires, maternelles particulièrement, pour accompagner les enfants dans l'acquisition de bons réflexes avant leurs 6 ans, sur le maintien dans l'activité, voilà, le fait de bien manger, la nutrition, les messages de prévention de base. Enfin, voilà. Donc c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes, menées sur tout le territoire national. L'étude n'est pas cantonnée uniquement à la métropole. Mais voilà, il y a un vrai travail qui est fait pour essayer de voir quel effet ça pourrait avoir. C'est un travail au long terme, évidemment, de pouvoir travailler sur ces compétences en santé assez tôt. Voilà, donc on sait qu'il y a à peu près 13 ans de différence d'espérance de vie entre les plus aisés et les plus défavorisés en France. Mais le critère le plus important, et c'est là-dessus que le travail est basé, c'est les inégalités en espérance de vie en bonne santé. Sachant qu'en plus, sur ce critère-là, pour la population générale en France, on est plutôt mauvais. Enfin, mauvais. On est, ça s'améliore, mais c'est doucement. Je crois qu'on est à 62 ou 63 ans aujourd'hui. Enfin, c'est un chiffre d'ailleurs intéressant
à avoir en tête par rapport au débat sur la retraite, par exemple, qui sont en cours. Donc il y a une vraie importance à travailler tout au long de la vie à la prévention pour arriver le mieux possible, entre guillemets, à l'étape du vieillissement. Voilà, après, évidemment, il y a plein d'autres choses, mais qui sont des petites expériences, notamment par le biais de la conférence des financeurs. On travaille beaucoup sur les questions d'habitat, là aussi. Voilà. Ce que j'entends dans ce que tu nous apportes, mais qui a été déjà un peu dit par autrement, c'est que visiblement, la question du lien social et de l'isolement pour nous dans le cadre du vieillissement nécessite des démarches complètement transversales et interdisciplinaires quelque part. Et notamment pour nous en France, dans notre organisation quand même quelque peu en silo, interministérielle. Or, la loi où nous espérons qu'il y ait des choses posées de manière plus claire, c'est celle qui va se décider en tous les cas et se mettre en place là, et qui est de l'ordre de Madame Buzyn, du côté de la santé et du social. Alors que, tu disais toi-même, il y a la culture, on entendrait François Soulages en disant que c'est une affaire culturelle, c'est une affaire éducative, c'est une affaire des territoires, c'est une affaire du logement. Et tous ces lieux-là, eh bien, est-ce qu'ils arrivent à dialoguer? Et notamment, je pense que l'espace urbain est peut-être un bon exemple de cela, où c'est un espace où tout se concentre, même s'il ne faut pas isoler, je pense, les espaces. Alors, comment réagissez-vous, et notamment sur cette question de l'isolement social, du lien social à retisser au cœur des espaces urbains? On est en train, dans l'association, de travailler cela à partir des métropoles. Alors, on a pris les métropoles, parce que c'est facile, il y en a 22, donc ça nous permet de citer les chiffres. Mais je sais que vous pensez que la métropolisation est déjà quelque chose qui date. Mais au-delà de ça, comment voyez-vous, Romain et Gérard François, cette question du lien social et des mesures qui pourraient être prises, du travail qui pourrait être mené dans l'espace urbain? Alors, il faut quand même rappeler l'une des raisons quand même de l'isolement, c'est aussi la différence d'espérance de vie entre les hommes et les femmes. Enfin, chacun le sait ici. Donc il y a quand même une féminisation de ce que j'appelle la gérontocroissance, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de personnes âgées qu'il faut distinguer du vieillissement. Deuxième élément qu'il faut rappeler, parce que nos contemporains ont l'impression qu'il y a une aggravation de la situation parce qu'il y aurait de plus en plus de personnes âgées dépendantes. Or, en fait, c'est une réalité. C'est vrai qu'il y a plus de personnes âgées dépendantes, mais c'est tout simplement parce qu'il y a plus de personnes âgées. Mais en pourcentage du nombre de personnes âgées, on est plutôt légèrement en réduction. Donc, vous voyez, il y a cette impression qui est fausse sur la réalité. Donc, si vous voulez, c'est une impression qui conduit un peu sur une fatalité, en disant si toutes les personnes âgées deviennent dépendantes, on ne peut pas faire grand-chose. Ce qui est totalement faux. Leur pourcentage diminue. Donc le véritable problème, c'est d'inscrire les personnes âgées, d'aider les personnes âgées à s'inscrire dans une logique de citoyenneté. Et en la matière, il y a ce qu'on peut faire localement, mais je reviens quand même sur la nécessité de lois nationales. Nous avons, en France en particulier, eu des lois qui ont considérablement favorisé la grande distribution. Et donc qui ont détruit des commerces de centre-ville où habitent des personnes âgées et où le lien social se faisait naturellement à l'occasion des achats chez le commerce. Donc déjà, moi je me bats parce que, si vous voulez, il y a des maires qui me disent « Ah ben non, il suffit que nous décidions, il n'y a pas à changer la loi sur la politique commerciale de l'État. » Je dis non, il y a à changer la loi sur la politique commerciale de l'État. C'est-à-dire qu'il faut que l'État ait une loi qui permette plus facilement aux maires d'interdire l'existence d'immenses centres commerciaux qui mangent le lien social. Je vous donne un seul exemple. Je ne sais pas s'il y a des gens du département de la Vienne ici, mais je vais donner cet exemple. Donc, qu'est-ce que vous voyez au sud de Poitiers? On a construit un immense centre commercial qui s'appelle Poitiers Sud. Et évidemment, c'est un lieu de total anonymat. Qu'est-ce qu'on a tué? Parce qu'en fait, eh bien, on a tué d'une part des commerces de centre-ville qui étaient accessibles aux personnes âgées et où elles pouvaient en plus rencontrer des personnes des autres générations. Et puis on a tué plein de commerces de tous les gros bourgs au sud de Poitiers
parce que les gens vont à ce centre commercial de Poitiers-Sud qui ne nécessite pas d'entrer dans Poitiers, ouais, qui est vraiment au sud de la ville. Mais on pourrait multiplier les exemples semblables. Donc, oui, il y a le travail local, mais nous avons quand même notre travail de citoyen pour que le cadre ne soit pas un cadre qui, en fait que l'isolement se développe encore de plus en plus. Donc, autre élément important, parce que, comme vous le savez, il y a quand même un pourcentage élevé de la population dans le monde rural, plus élevé que dans le monde urbain, et ça suppose effectivement de favoriser, moi, ce que j'appelle les politiques de régénération. On est aujourd'hui dans une situation totalement paradoxale. D'une part, nous avons des pouvoirs publics qui encouragent l'accroissement des métropoles pour de multiples raisons. Et d'autre part, nous avons des Français, il y a encore une enquête qui est parue avant-hier, qui au contraire disent « mais nous, on veut vivre dans le monde rural ». Or, il est important effectivement d'encourager ce libre choix des Français vers le lieu d'habitant, parce qu'il faut favoriser la régénération du monde rural. Ce que j'appelle la régénération du monde rural, c'est le fait que des jeunes Français aillent s'implanter dans le monde rural. Alors, ils le font déjà naturellement. Vous avez des départements comme la Creuse ou le Cantal qui, pendant un siècle et demi, ont connu de l'émigration rurale, qui aujourd'hui a un sol migratoire positif. Et ce sol migratoire positif, il n'est pas dû qu'à des personnes âgées qui viennent y passer leur retraite, mais il est dû aussi à des jeunes qui viennent s'y installer. Or, ce problème de régénération est important parce qu'effectivement, pour lutter contre l'isolement des personnes âgées, il faut aussi que le territoire local ait une bonne pyramide des âges. Et donc, il faut y encourager de l'attractivité. Oui, merci. Mais bon, cela est très paradoxal parce que ça dépend beaucoup des territoires. Hein. Je pense que là, vous auriez plein d'éléments à apporter tous les uns et les autres. J'étais hier dans l'Orne, qui a perdu 15 000 habitants en 3 ans. Là. Donc l'exemple de la Creuse et du Cantal n'est pas l'exemple de tous les territoires français. Mais ce que vous avez dit me paraît intéressant aussi sur le point que visiblement, vous nous dites qu'il y a quelque chose d'encadrement de la loi qui doit finalement permettre une émergence des territoires. La loi et les territoires vont de pair quelque part. Et l'exemple de Sud-Poitiers, je sais qu'en Occitanie, des gens ici peuvent parler et connaissent très bien cet exemple d'un énorme Leclerc qui a ruiné quasiment totalement Saint-Gaudens, qui était déjà une ville très déprimée, et où vraiment les politiques de Saint-Gaudens ont tout fait pour que ce Leclerc existe. Et donc, la loi le permet, l'encourage quelque part, et les locaux, pour de multiples raisons, le suscitent aussi. Alors, cette articulation, qu'en pensez-vous, Robert Pasquier, justement entre ce cadrage de la loi et cette émergence territoriale des acteurs locaux? Bon, c'est des sujets un peu techniques, hein, si on rentre sur le pouvoir normatif, c'est-à-dire le pouvoir de la norme, que ce soit une loi, que ce soit un décret, etc. Pour le dire vite, en France, on a un monopole de cette loi par le Premier ministre, c'est-à-dire par le gouvernement, et par le législateur, contrôlé par le gouvernement. Donc effectivement, il n'y a pas de partage du pouvoir réglementaire. On est là-dessus le pays occidental le plus centralisé, de très loin. L'article 34 de la Constitution, c'est le pouvoir réglementaire appartient au Premier ministre. Les collectivités territoriales n'ont que des pouvoirs réglementaires résiduels. Donc si, effectivement, vous voyez, mais là ce sont des scénarios voilà, sans doute que j'aimerais voir venir, mais j'en suis pas sûr, hein, ou alors je serais voilà, très âgé, me semble-t-il, que le pouvoir central accepte de partager la norme. Mais encore faudrait-il que les territoires ne reproduisent pas des formes de centralisme locaux ou de centralisme régionaux. Parce qu'il faut quand même se méfier. Hein. Vous parliez de transversalité. Le modèle français s'est décliné à tous les niveaux ensuite. Que font les présidents de conseils régionaux, départementaux, les maires, les EPCI? Ils font comme les ministres. Hein, ils fonctionnent la plupart du temps en silo. Et je ne suis pas sûr que le fonctionnaire territorial soit plus souple que le fonctionnaire d'État. Hein. Donc c'est une rigidité bureaucratique qui est très liée au modèle français. Donc effectivement, moins de normes, une norme plus partagée serait sans doute la
la bonne solution. Je vous renvoie au combat sans fin mais vaillant d'Alain Lambert, par exemple, hein, sur la réduction des normes. Mais les lois bavardes, malheureusement, elles ne cessent de se développer. Le législateur ne cesse d'empiéter sur le pouvoir réglementaire. Pourquoi ? Parce qu'il a peur que les acteurs ne se comportent pas comme la loi aimerait qu'elle le fasse. Donc, j'ai envie de dire, oui, sans doute un partage de la norme. Déjà, ça permettrait un peu plus de diversité, mais encore faudrait-il que les comportements d'acteurs... Le droit, la norme, effectivement, c'est un espace de contrainte et d'opportunité, mais ensuite, les bons juristes savent ça. La norme, on en fait les acteurs en font aussi, ils jouent avec la norme. Si on a un jeu d'hyper-centralisation, d'hyper-sectorisation, je ne suis pas sûr que l'espace local... Voilà, tout va dépendre des écosystèmes. Il y a des écosystèmes qui, effectivement, par un partage de la norme, vont être plutôt innovants. Mais dans d'autres cas, ce sera malheureusement une reproduction d'une norme centrale peut-être encore plus forte. Hein. Donc là-dessus, je suis assez fédéraliste. Merci. Je pense que notre association, là, ça résonne complètement, parce que nos débats internes associatifs, nous sommes bien français, tous les uns et les autres par là, et nous sommes dans les mêmes débats dans notre propre institution. Hein. Entre la norme, le partage des normes, la place des territoires, la vie des équipes et l'orientation nationale, enfin la place des régions, tout ça, je crois que... Et ça veut bien dire que toutes les institutions françaises, politiques, mais aussi associatives, on va tous dire qu'on se bat contre les silos et quelque part on les recrée tout le temps. Alors voilà une vraie question qui nous semble importante, mais peut-être qu'on a un peu perdu de temps avec Klaxoon au départ, mais peut-être que Klaxoon va nous donner des choses. Et voilà, on va écouter un petit peu comment la salle a vécu cette première plénière. Tu peux nous donner un petit peu la température, les questions ? Bon, vous avez tous accès à ce que vous vous êtes dit les uns les autres. D'ailleurs, vous avez profité pour vous répondre directement, vous envoyer des recommandations bibliographiques, notamment celle de Monsieur Dumont, de votre ouvrage. Vous avez demandé aussi à voir la documentation sur le rapport dont parlait Isabelle, et effectivement, il est en ligne. Donc tout ça, les uns les autres, vous avez pu réagir immédiatement. Il y a pas mal de questions qui tournent autour de notre association, c'est-à-dire comment les petits frères des pauvres doivent aussi lutter, enfin cette tentation de recentraliser. C'est ce que tu disais aussi, Jean-Louis. Comme nous-mêmes, en interne, on prône l'autonomie, on a une tendance à centraliser, recentraliser. Donc ça, c'est plutôt des commentaires. Il y a aussi des questions de dire, les petits frères des pauvres dans les politiques, est-ce qu'on est présent sur les territoires, sur certains territoires, dans les politiques de la ville, etc. Donc vous vous êtes répondus les uns les autres. Là, je pense que c'est des questions qu'on va peut-être plus traiter en atelier, c'est-à-dire notre place dans ce monde qui vient. Donc c'est pour ça que je pense qu'on va peut-être pas les poser à nos intervenants. Par contre, il y avait certaines questions sur... quelqu'un a rebondi sur la pauvreté culturelle dont parlait François Soulages. Quand François Soulages parle de pauvreté culturelle, il ne parle pas culturelle dans le sens accès au musée. Hein. Il parle des codes pour pouvoir participer à la vie, enfin à la vie de tous les jours. Et quelqu'un a rebondi en disant « Mais la pauvreté culturelle plus forte en milieu urbain, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?» Êtes-vous d'accord avec ça ? Moi, personnellement, je suis plutôt d'accord avec ça, effectivement. Parce que le milieu urbain est en fait sur une pression médiatique extrêmement forte. Donc, est extrêmement influencé par ce que disent les médias. Et c'est vrai que quand on parcourt la France sans arrêt, ce que je fais, on voit qu'en fait, on a beaucoup plus de bon sens dans le monde rural que dans le monde urbain. Alors vous allez me dire, c'est un point de vue subjectif, il faudrait faire un rapport sur ce sujet. Mais d'ailleurs, on voit très bien, si vous voulez, d'ailleurs, il y a une résilience globale du monde rural qui est quand même assez extraordinaire. Parce qu'effectivement, si vous voulez, le monde rural, il est dans une situation aujourd'hui où il n'a plus rien à attendre de Paris. Donc il faut qu'il se prenne en charge. Il n'y a pas de secret. Alors le monde urbain... lui, il se dit, Paris va m'aider. D'ailleurs, vous savez, excusez-moi monsieur, mais vous savez très bien que Paris verse des dotations beaucoup plus importantes aux métropoles qu'au monde rural. D'ailleurs, j'étais l'autre jour à l'Assemblée, il y avait le ministre qui parlait de cette question, il dit, mais oui, je veux bien faire une loi permettant à une commune de quitter une métropole, mais elle ne le fera jamais
Parce que si elle veut quitter une métropole, ses dotations financières vont s'effondrer d'un seul coup. Bon, voilà. Bon, donc voilà, le monde rural, il se prend en charge, ou alors, parce que c'est très différent, enfin vous connaissez bien ces questions-là, suivant la qualité de gouvernance des communes rurales, excusez-moi ce mot un peu pompeux, bah, vous avez effectivement des communes rurales qui meurent, quand effectivement la qualité de gouvernance n'est pas bonne. Mais vous avez d'autres communes au contraire qui se disent de toute façon, il n'y a pas de développement exogène possible, on ne viendra pas nous sauver d'ailleurs. Donc il faut que nous, on se prenne en charge et qu'on réussisse. Et donc c'est en ça que je trouve que le monde rural montre un propre dynamisme qui est beaucoup plus fort parce que des métropoles comme Lyon ont été suravantagées par la création des grandes régions. Hein, j'aurai l'occasion de publier un texte pour le réexpliquer. Je l'avais expliqué déjà à l'époque, mais voilà. Bon, excusez-moi, parce que moi, je vais être obligé de partir. Ben oui, c'est ça. J'en suis désolé. Alors quand même, on va poser la question aux deux intervenants et puis on conclura. La même question, Pascal, toi qui es un acteur du monde urbain. Comment réagirais-tu ? Là-dessus, je dirais qu'il y a quand même plusieurs réactions, notamment en lien avec ce qui a été dit aussi précédemment sur la question de la place que les acteurs du territoire sont invités à prendre aussi dans les dynamiques. Et François Soulages l'a évoqué. Une petite pause pour dire un grand merci quand même à Gérard François, qui a une intervention demain éloignée et qui doit partir immédiatement. Merci bien d'être venu jusqu'à nous ici, hein, c'est un signe. Merci. Vas-y Pascal, nous t'avons coupé. Donc juste sur la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, par exemple, dont François Soulages a parlé dans son intervention. Alors effectivement, je pense que c'est très important que les acteurs de territoire s'en saisissent, parce que, bon, en ce qui nous concerne, par exemple, le thème de la culture est ressorti très, très fortement, par le biais des associations et de ce qu'elles représentent, mais également de nombreux citoyens qui ont été invités dans une démarche entre guillemets portée par les points d'accueil sociaux sur les territoires de la métropole. Voilà, donc il y a eu quand même une mobilisation, c'est-à-dire le réflexe de se dire le développement d'une offre culturelle un peu pour tous et pas uniquement musée, etc. Si on pose c'est finalement ressorti directement de cette phase de concertation. Donc beaucoup de personnes qui étaient alors je connais très mal le monde rural, donc j'aurais du mal à répondre, si ce n'est parce que j'en ai connu au moment où j'étais chez les petits frères quand même. Je pense que le monde rural est en train de porter des démarches d'aller vers qui sont extrêmement intéressantes. Je pense à la fameuse baraque à fratte que nos amis Dupuis avaient développée. Ça, c'est quelque chose qu'on voit poindre dans beaucoup d'associations, dans beaucoup de territoires, des collectivités qui le portent. Et aujourd'hui, c'est la bonne idée du moment dans les territoires prioritaires de la politique de la ville, par exemple. Ça se développe énormément. Dans le cas de la concertation pauvreté, on a eu énormément de propositions de ce style, et notamment autour de la question de l'accès à la culture. Donc ça, c'est assez intéressant. Avec une remarque par rapport à cette démarche de mobilisation du territoire, qui est venue quand même montrer de plein fouet aux acteurs traditionnels des politiques publiques sur nos territoires, avec le peu de pouvoir qu'ils ont, je suis bien d'accord, mais qui en ont quand même un petit peu, de se rendre compte que souvent ils pensent à la place des autres et que des décisions comme l'ouverture d'un EHPAD pour servir aux intérêts du quartier, quand c'est pris sans qu'il y ait du tout eu de concertation avec le quartier, ça ne fonctionne pas. Ou l'installation d'une maison de santé pluridisciplinaire sans avoir une communauté médicale qui porte un vrai projet de territoire, ça ne fonctionne pas. Donc la transversalité autour des enjeux de l'accès à la santé, la culture, le sport, enfin tous ces aspects-là, ça nécessite véritablement de prendre ce temps de travailler non plus dans une logique d'aller-retour entre une institution, des citoyens, des acteurs, voilà, même dans une triangulation avec du monde associatif, entreprise, etc. Mais d'être véritablement plus sur une approche beaucoup plus circulaire. Alors Cyprien Avenel parle du développement social local qui est à remettre à l'ordre du jour, qu'on soit beaucoup plus dans une approche où il y a des collectivités et des institutions qui sont facilitatrices de l'émergence de solutions portées par les acteurs du territoire. C'est, à mon avis, quelque chose d'intéressant à creuser, qui peut être un modèle de gouvernance des territoires, justement, dans le contexte français, qui permette de faire un peu bouger les choses. Je termine juste sur l'aide aux aidants, qui est un sujet extrêmement important, dans lequel les bénévoles des petits frères peuvent se retrouver, d'ailleurs, où on se rend compte que très souvent, ce qui
ce qui caractérisait ce secteur, et c'est vrai pour bien d'autres secteurs, quand il y a eu cette démarche de développement social local que j'évoquais, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'aidants qui souffraient, qui s'épuisaient, etc. Et parallèlement, une offre d'aide aux aidants sous-utilisée, extrêmement éclatée, très complexe. Et la multiplication des acteurs sur nos territoires, la multiplication de la volonté d'engagement des citoyens par des initiatives associatives, par des initiatives multiples et diverses, ça met en difficulté les collectivités parce qu'elles sont bien forcées de dire c'est de l'émergence citoyenne, il faut qu'on les aide, etc. La logique d'aller-retour que j'évoquais tout à l'heure. Mais parallèlement à ça, ça éclate complètement le modèle et ça devient lisible. Donc il y a un vrai travail d'animation de cette ingénierie du territoire qu'il faut d'urgence, à mon avis, mobiliser. Vers une nouvelle ingénierie du territoire. Comment vous pourriez conclure un peu tout ça, vu que Romain Pasquier, ça serait intéressant de voir. Bon, sur l'idée qu'il y ait une opposition en matière de pauvreté culturelle entre l'urbain et le rural, moi je suis plus dubitatif. Je pense qu'il y a des urbains, il y a des mondes ruraux, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus, il y a des métropoles qui marchent bien, d'autres qui ne marchent pas, des métropoles qui ruissellent, d'autres qui assèchent. Même chose sur qu'est-ce que c'est voilà, effectivement, la Vendée, ça fonctionne bien, mais il y a des coins dans la Creuse, ça ne fonctionne pas du tout. Bon, voilà, je pense que là, il y a une garder l'idée de la diversité territoriale, de la différenciation territoriale. Et donc, qu'est-ce qui peut permettre de faciliter des logiques ascendantes? Ça a été un mot que vous avez prononcé, à mon avis, c'est la confiance. C'est la confiance qu'un ensemble d'acteurs a de porter un projet, par exemple, de lutte contre l'isolement. Et ça, nous, les études qu'on avait menées sur la confiance politique, elle n'est pas partagée de la même manière d'un territoire à l'autre. On n'a pas de la même manière confiance dans sa commune, dans sa ville, dans sa région, d'un territoire à l'autre. En revanche, lorsqu'on regarde par exemple le baromètre de la confiance politique qui est publié régulièrement là, par Sciences Po, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les Français, de manière générale, est sans doute le peuple occidental qui se défie le plus de ces institutions. La défiance politique est aujourd'hui généralisée sur les partis politiques, sur les institutions, sur les politiques publiques. Deux items y échappent, et ça va vous faire plaisir. Les maires, 60%. 60% des Français font encore confiance aux maires, et 63% des Français font encore confiance aux associations. Donc, si vous voulez construire, à mon avis, effectivement des logiques ascendantes, il faut partir de cela. Les maires, c'est quoi? C'est le territoire, c'est la proximité. Et les associations, eh bien, c'est à la fois la bienveillance et le lien social. Donc, compétence, proximité, bienveillance, c'est à mon avis les trois mots-clés pour reconstruire des formes de confiance qui peuvent porter effectivement des laboratoires d'innovation territoriale qui puissent être pertinents pour justement s'adapter aux logiques de vieillissement, aux logiques de transformation tout simplement que vivent nos sociétés. Merci bien. Je crois qu'on peut conclure un peu autour de tout cela. Je disais qu'on avait envie de sourire un peu au départ. Ah, tu veux dire quelque chose? Mais oui, je veux parler. Moi, tu sais, je suis très contraint dans le cadre horaire. Oui, mais non, mais vas-y, ça va aller très vite. Très bref. Non, je voulais juste dire, mais globalement, en fait, on est vraiment sur une question de cohésion des territoires, et qu'en France, on a du retard, on n'est pas super bon là-dedans, que ce soit en urbain ou en rural. Il y a plein d'initiatives partout. On n'est pas au courant forcément de tout ce qui se passe. Des initiatives de maires, des initiatives d'associations, des fois des initiatives des deux. Il y a plein de choses. Il y a vraiment quand même, et c'est positif, parce qu'il faut finir par une note positive, l'isolement des personnes âgées, la solitude des personnes âgées, il y a une vraie prise de conscience. On le voit sur les programmes des municipales qui commencent à sortir. Et donc ça, c'est vraiment le côté positif des choses. Et donc maintenant, c'est vraiment cette cohésion des territoires à mener. Il y a aussi des citoyens qui ont envie de s'engager et ils ont besoin souvent de tiers de confiance. Et les tiers de confiance, ça peut être nous, les associations, ça peut être également le maire,
puisque c'est ce que vous disiez, Romain, les Français ont encore confiance dans la proximité de la municipalité, et il y a des choses qui se font, qui sont en train de se mettre en place. On en parlera, je crois, cet après-midi de Paris en compagnie, donc je ne vais pas développer. Où donc il y a la mairie qui fait quelque chose avec des associations, et ça permet de remettre du lien social et de la cohésion sur le territoire, et ça c'est très important. Voilà, je conclue. Merci Isabelle, ça fait une très bonne conclusion, hein. Je pense que nous essayons en tous les cas d'agir et d'interagir à tous ces niveaux de décision, mais surtout en accentuant une vraie participation locale de construction, tout en n'oubliant pas qu'il y a un cadrage général, et je sais que beaucoup d'acteurs de l'association sont présents à ces divers niveaux de dialogue et de construction. Donc on n'est peut-être pas trop en dehors du coup, encore faut-il que nous nous adaptions toujours pour pouvoir avancer dans le juste et le bon sens. Merci en tous les cas à tous. Merci, on peut encore remercier Romain Pasquier, Gérard, François Dumont, Isabelle et Pascal qui est venu nous rejoindre.